Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse quantitative du groupe Dassault Systèmes suite à la publication du premier trimestre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence avec le cours de l'action. On voit que ça dévisse depuis 2021, on n'a jamais retrouvé les plus hauts, on n'a pas retrouvé les plus hauts pour l'instant. On voit qu'après la publication, il y a eu une petite ouverture en gap, mais ça s'est retombé par la suite. Bon, est-ce que c'est le moment de s'intéresser à Dassault Systèmes? On regarde ça ensemble. Alors, l'évolution du chiffre d'affaires. On n'a pas encore le dernier trimestre qui est disponible sur l'outil. On va directement dans le communiqué de presse et on nous dit qu'on a fait 1 573 millions d'euros et une variation de 5% en croissance. Donc c'est bien. Si on se met en glissement annuel sur les différents quarters ici, on va plutôt se mettre en last 12 months. On voit que la croissance est plutôt à un niveau, on est à 5%, donc c'est en train de rebondir un petit peu. Là, on était sur une décélération depuis quelques trimestres, mais ça se reprend quelque peu, donc ça c'est bien. Bon signe, peut-être que la croissance va repartir pour revenir au niveau de la médiane à 9,6%. Donc ça, à vous de faire le travail si vous connaissez le secteur et si vous connaissez bien l'entreprise pour savoir quelles sont les probabilités de retour de la croissance forte. La société fait des acquisitions également, 6 milliards 300 millions d'acquisitions en 10 ans, c'est pas négligeable quand on regarde la market cap, donc on a un mix de croissance organique et de croissance externe sur Dassault Systèmes. C'est très bien. On continue avec l'évolution du taux de marge brut. Il est très élevé ce taux de marge brut, mais c'est normal, on fait du logiciel, donc en fait les taux de marge il y a peu de coûts des intrants dans le logiciel, donc ça fait des taux de marge brut très élevés. On voit que ce niveau est stable, donc on arrive à maintenir les prix. Le taux de marge d'EBITDA, lui, est relativement stable également, un peu plus volatile, mais bon, ça reste quand même proche de la médiane. Et surtout, le taux de marge net est en forte augmentation depuis 10 ans. On était à 12%, maintenant on est à 19%, donc on a quand même gagné 7 points. C'est pas négligeable, ça améliore le bénéfice par action, la croissance des bénéfices par action, donc excellent. Donc on a face à nous un dossier de qualité. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Free cash flow plus élevé que les bénéfices nets, on en a pour 15 milliards supplémentaires. Donc, qu'est-ce qui nous a aidé pour avoir ça? On a quasiment pas de variation du BFR, 322 millions, donc c'est pas grand chose. Est-ce qu'on a arrêté de faire des dépenses en capital? Oui, on a 800 millions en moins de dépenses en capital, grosso modo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrête d'investir dans le produit? Peut-être. Donc, il faut voir ce que dit le management sur le CAPEX. Et en tout cas ils sont plus bas que les dépréciations et amortissements, donc on est en train de diminuer l'investissement dans l'appareil productif. Il faut voir ce que ça dit pour la croissance future. Est-ce qu'on a peut-être moins besoin d'investir autant qu'avant dans les dépenses en capital. Et on va regarder les other non-cash items. On en a pour 1,7 milliard, 1,8 milliard. Donc si vous prenez tout ici là, différentiel, dépréciation, amortissement, capex, c'est pas ici, pardon, je me suis trompé, c'est other non-cash items, pardon, on en a pour 3 milliards, excusez-moi. Donc, mais là, vous n'avez pas toute la différence pour vous expliquer ce qui se passe entre free cash flow et les bénéfices nets. Donc, allez dans les tableaux de flux de trésorerie pour savoir de quoi il en retourne. Si l'entreprise n'a pas de dette, moi, je préférais utiliser les free cash flow pour faire la valorisation. Et on va aller voir maintenant la rentabilité opérationnelle. Bon, ça, c'est... en fait, l'outil nous a calculé une donnée pour mars 2025, mais on n'a pas les autres chiffres, donc en fait, ça veut rien dire. Donc c'est du bruit. On est sur une médiane de 9,6% et on était à peu près à ce niveau-là. On était à ce niveau-là en décembre 2024, pardon. Donc en fait, bonne rentabilité opérationnelle, près de 10%. C'est au-delà de la croissance du chiffre d'affaires. Et en plus, il faut que ça soit au-delà de la croissance organique du chiffre d'affaires, puisque là on a un mix croissance organique, croissance externe. Donc on est en capacité de s'autofinancer chez Dassault Systèmes, c'est excellent. On continue avec l'endettement. On est cash net, c'est très bien. Ce cash net nous génère des intérêts, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Hop, ça nous génère 1,8 milliard d'intérêts en 10 ans, c'est quand même pas mal. On va regarder la rémunération d'actionnaire. Alors, on a 1,5 milliard de free cash flow à la louche, on inverse que 300 millions en dividendes, donc 1/5. On a de la marge quand même pour augmenter ça, et en plus, on a un peu de dilution. Donc en plus, on pourrait racheter des actions pour les annuler et compenser cette dilution. Donc le rendement total de l'actionnaire, il est un peu maigre, 1,5%. Dommage. Là-dessus, l'actionnaire, à mon avis, n'est pas super bien traité sur Dassault Systèmes. On pourrait faire plus. Si on regarde maintenant la valorisation,
on se met en price to free cash flow, la médiane est à 35, et maintenant on a une décote. On est à 29 en price to free cash flow. Un élément que je vais regarder quand même, comme c'est une société de logiciels, on a souvent du stock-based compensation, il faut regarder ça. On en a pour 3%, donc ça impacte les free cash flow. Normalement, il faut retraiter les free cash flow pour prendre en compte ce stock-based compensation, cette rémunération en action des ingénieurs. Bon, si on omet ce détail, on est légèrement décoté sur la médiane de free cash flow. C'est normal aussi, hein, on a une décélération de la croissance, donc le multiple s'est ajusté. Si on regarde en price earnings, on est aussi décoté, hein, je pense. Voilà, normalement c'est 54, c'est vraiment très élevé. À l'heure actuelle, on est à 36. Donc, conclusion du dossier, moi je ne recommanderais pas ce genre de dossier parce que dans l'absolu, c'est beaucoup trop élevé la valorisation. Maintenant, si vous connaissez le secteur, si vous connaissez bien l'entreprise, il faut savoir qu'il y a quand même une décote par rapport à l'historique, mais je trouve que la rémunération de l'actionnaire est un peu maigre pour que ça soit intéressant à court moyen terme. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.